Et avant de commencer, il faut que je demande pardon pour... Il y a une petite question d'accent. Je sais. Alors, si on a du mal à me comprendre, il faut lever la main et je vais expliquer en gaélique, en anglais et en russe que je parle couramment. Et il faut aussi dire que tout à l'heure, Philippe, il a lancé un défi à la con, genre, il m'a promis qu'il va dire chiotte plus de fois que moi, mais est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui dit des mots comme chiotte? Et en fait, chiotte, je ne connais même pas ce que ça veut dire chiotte. Qu'est-ce que ça veut dire chiotte? Ça a l'air d'un petit gâteau qui est chouette. Oh, des chiottes, j'en prends deux. Donc, je ne vais pas dire chiotte. C'est hors de question que moi, je dis chiotte devant vous. Et je crois que j'ai gagné. Merci. Hein. Quand je pense que j'ai préparé des questions, la pire erreur de la semaine, c'est ça. Alors, Robert, on va attaquer fort. Enfin, fort. Le mieux, je pense, c'est qu'on se débarrasse de toutes les questions un peu problématiques. Oui, d'accord. Ok. Alors, la première question toute simple. Il vous arrive de remplir des formulaires administratifs, tout ça? Ou pas du tout? Pas trop, en fait. Bon, Ouais. ça commence mal. Mais il y a quand même des cases où il faudra mettre le métier. Qu'est-ce que vous mettez comme métier, vous? Oui. En fait, j'aime pas mettre écrivain parce que c'est quand même un peu... il se prend pour qui, le monsieur? Alors, de plus en plus, j'écris pour les journaux, principalement là, Charlie Hebdo, je fais partie de l'équipe. Et donc, maintenant, je fais journaliste parce que tout le monde s'en fout des journalistes, quoi. C'est pas du tout glam. Et avant, parfois, j'ai inventé des trucs et je me suis souvenu d'un truc que j'ai fait quand j'étais jeune, aux arrêts de bus. Il y avait des vieilles dames à côté et on en a parlé de je sais pas quoi. Et elles ont toujours demandé qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et j'ai toujours dit, tout de suite, je suis pilote d'hélicoptère. Parce que moi, j'ai trouvé ça sympa. Ça rajoute un peu de glamour, de quelque chose de chouette. Donc, j'ai fait ça dans... Oh, fuck. Je vous demande pardon encore. Pas juste pour l'accent, mais le contenu. Okay. Je suis moitié pompette déjà parce que toute la journée, on me file des bières en disant « Ah bah, c'est bien corse, il faut goûter. » Et bah, j'ai goûté. Ok, mais on va pas noyer le poisson pour autant, Robert. Robert, d'accord, marquer écrivain, c'est peut-être un peu prétentieux. Mais est-ce qu'on peut marquer écrivain quand on n'a plus écrit un roman depuis 22 ans? C'est beau ici. Hein. Non mais vraiment, c'est beau ici. Hein. C'est un endroit sublime, éblouissant même, époustouflant. Ce gars, il y a un rapport, parce que c'est un grand fan de moi depuis très longtemps, le pauvre. Et je crois qu'il y a un truc sexuel entre nous qu'il essaie d'empêcher. Il a du mal à gérer parce que c'est un macho corse, quoi. Et ses sentiments un peu homosexuels l'agacent beaucoup. Hein. Mais moi, je suis à mon aise avec ça. Donc si après, tu as besoin de quelque chose un peu coquin, intime, bah, pourquoi pas? Mais je vais pas lâcher l'affaire, hein, on va y revenir à un moment ou à un autre. Oui, j'ai deviné. Hein. Oh punaise. Ah, Bien j'aurais failli fait tomber en pour arrière, lui. pour vous dire. Non, alors, bon. Robert. On va parler, là, vraiment, ça va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet. Ça n'étonnera personne. On va parler d'Eureka Street. J'ai la réponse à la dernière question. Ah, là. c'était en quoi? fait, ça m'est c'est arrivé venu. dans la tête. Bientôt, je vais sortir un truc parce qu'en fait, la pratique de journalisme a déclenché quelque chose chez moi. Je suis vraiment très empêché par la perfection que oh, tout d'un coup, je suis italien. La perfection que je cherche toujours et donc je me trouve toujours raté, échoué. Et là, s'il faut rendre un papier, j'ai compris très vite que les rédactions ne sont pas si sympas que ça avec moi. Et l'effet d'un écrivain, ça dure
2 semaines max, et puis il faut être à l'heure, quoi. Et ça m'a fait du bien. Je suis toujours perfectionniste, mais parfois il faut lâcher. Et, il faut laisser aller. Et donc, bientôt, la semaine prochaine. Ouais. Mon éditrice, c'est là. Mimi. Et il faut que je sois à la hauteur. Parce qu'elle est aussi ma traductrice. Elle est extraordinaire comme traductrice. Et très chiante comme éditrice. Et c'est un rapport d'esclavage, parce que la traductrice, elle souffre énormément de à quel point je suis toujours en retard, et il faut qu'elle bosse aussi avec de perfection dans 2 heures et demie. Sinon, c'est la fin du monde. Et là, c'est son tour, parce que en tant qu'éditrice, c'est elle, the boss, et moi, l'esclave. J'ai pas hâte. Donc, revenons pour les gens qui n'auraient jamais lu Robert McLean Wilson. Pour situer le problème, si on puisse dire, on va parler de Eureka Street. Moi, Eureka Street, je l'ai découvert sur le tard, si on peut dire. On n'est pas là pour parler de moi, hein. C'est grâce à quelqu'un qui est dans la salle, et si je le dis pas, il va m'en vouloir toute sa vie, parce que c'est la chose dont il est le plus fier au monde. Il s'appelle Louis Colombani, donc merci Louis. Il y a quelques années, et il m'a menacé de me tuer si je le lisais pas. Et je vous promets que c'est vrai. Non mais c'est vrai. Oh, c'est bien ça. Et je sais très bien que c'est très efficace. Je suis d'accord. Hein. Non, et je l'ai lu, et j'ai trouvé que c'était un livre extraordinaire. Donc voilà, on va passer très vite sur les compliments, mais c'est un des livres que je... Enfin, il y a des livres que vous oublierez jamais, et ça, c'est sûr que c'est un livre que j'oublierai jamais, mais... De moi, on s'en fiche, c'est juste pour dire que à peu près tous les gens qui l'ont lu m'ont dit la même chose. Voilà. Et il y en a beaucoup dans la salle, et c'est comme ça. Donc c'est un livre, quand vous le vendez aux gens, ils reviennent vous en parler dans la librairie. C'est pas tous les livres qui arrivent, pour lesquels ça se passe. Et Eureka Street, pendant très longtemps, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en Corse, c'est particulier parce qu'il peut y avoir un écho pour les gens qui sont en Corse de ce qui se passe dans Eureka Street. Eureka Street, pour faire simple, c'est la vie... d'une rue, Eureka Street, c'est bien foutu, qui au milieu du Belfast, en guerre, si on peut dire, en état de conflit. Et comment on fait pour continuer à vivre normalement quand on est une bande d'amis, une bande de jeunes, avec des familles, dans cette situation-là. Et je me suis rendu compte que ça allait bien plus loin que ça, et qu'il y avait aussi beaucoup d'autres raisons de trouver ce livre extraordinaire, c'est tout simplement parce qu'il l'est. Et Robert McLean Wilson, donc il a écrit, il est sorti en 1996, je pense. Donc il y a 22 ans, c'est pour rappeler que ça fait 22 ans. Oui, et vous êtes né et vous avez grandi à Belfast. On se vous voit. Non, alors c'est vrai, arrêtons parce que c'est pas crédible. Donc tu es né et tu as grandi à Belfast. Et la plupart de tes livres, en tout cas, deux sont de toute évidence en grande partie autobiographiques. En tout cas, c'est tes expériences qui les ont nourris. Ouais. Et Eureka Street... dans quelle mesure tu estimes qu'il est autobiographique ? En fait, beaucoup moins que les autres. Moi, j'ai appris à lire avec les bouquins du 19e siècle, les bouquins anglais, français et russes, parce que c'est ça le roman du 19e. C'était passé comme un ballon de rugby. Les Anglais ont un peu inventé la forme avec la ville moderne en même temps. Et c'était un truc d'industrialisation. Même en anglais, j'ai du mal. Quand on a eu des industries, on a eu des gens qui savaient lire beaucoup plus qu'avant. Et tout d'un coup, on pouvait avoir une littérature assez populaire, qui n'était pas le cas avant. Ils ont inventé, c'était très sentimental et tout ça. Puis les Français l'ont pris et l'ont rendu adulte, vraiment. Balzac, Maupassant, Zola, ce ne sont pas des sentimentaux, quoi. Ce sont des réalistes, des cyniques même. Et puis les Russes, qui sont tous des génies. Même les nuls sont un peu des petits génies. Et donc, je voulais écrire surtout un roman social avec énormément de gens, avec une ville, avec des citoyens. Et j'ai écrit 2 romans qui étaient un peu l'histoire d'un seul personnage, soit un jeune SDF à Londres, soit un vieux monsieur à Londres, abandonné par sa femme. Et je ne savais pas quoi faire pour avoir beaucoup de gens.
Et donc, j'ai pensé à quelques amis à moi et je me suis dit, ils sont tous des idiots, un peu nuls, un peu cons, mais quand même assez intéressants. Et au moins présents. Déjà, ma ville de Belfast avait une dizaine de gens que j'ai connus. Ah, c'était pas une réponse à ta question. Oui, 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 oui. J'ai pas compris ta question, effectivement. En fait, je parle pas français, tout ça a été écrit sur ma main. Et là, c'est en fait la fin de ce que je peux dire. Donc, si je dis après des trucs, des conneries ou des gros mots, je vous demande pardon. Ok, alors C'est pas fait exprès. on va poser la question différemment, parce que ça m'évoque aussi autre chose. Est-ce que si tu n'avais pas grandi à Belfast à cette époque-là, tu serais écrivain aujourd'hui? Je n'ai aucune idée. C'est une bonne question. Et en fait, le problème, dès que c'est une bonne question, il faut que je réfléchisse pendant 3 semaines. Ah merde. Donc, on comprend plus de choses. Là, on est bien là parce que... Non, je n'ai aucune idée. En tant que lecteur, j'étais très prise par la littérature et par le fait que je me souviens de premier moment quand j'écris en lisant un bouquin de Dickens et j'étais très frappé par le fait que moi, un petit gamin, dans les années 70, était en train de produire une réaction physique à quelqu'un qui était mort depuis 130 ans. Et je me suis dit, je veux faire ça. Si ma carrière en foot professionnel ne marche pas, qui était le cas, je ferai ça. Mais c'est vrai ça, parce que tu dis souvent ça, mais c'est vrai que tu voulais faire une carrière de footballeur. Bien sûr. J'étais un garçon prolétaire. Mes héros étaient l'équipe de Liverpool quand j'étais petit. Parce que, oui, c'est bête, les catholiques aimaient Liverpool et les protestants Manchester United. Et c'était très important, mais on ne savait pas pourquoi. Je n'avais aucune idée, mais il fallait supporter Liverpool. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, quand tu étais adolescent, cette question, évidemment, qu'elle était importante des catholiques et des protestants, mais est-ce que ça te faisait changer, par exemple, de fréquentation ou d'endroit où tu allais? Est-ce que c'était à ce point-là présent dans la vie de tous les jours pour qu'on change ses manières de faire, ses habitudes, ses fréquentations? Avant l'âge de 14-15 ans, ce n'était pas du tout présent parce que je n'ai pas connu des protestants, mais aucun. J'étais dans un quartier populaire et donc ça voulait dire que c'était complètement catholique. Et on n'a pas trop même connu la centre-ville à cette époque parce que tout était blindé, il y avait des portails où il fallait être fouillé par, je ne sais pas qui, les flics, les soldats. Donc on ne bougeait pas trop. Et je me souviens de la première fois que j'ai vu une streetlight, une lampe dans la rue qui fonctionnait. Et je me suis dit, putain, c'est la chose la plus belle de ma vie, quoi. C'est hallucinant. Et non, donc c'était pas une question. On a connu les soldats britanniques beaucoup plus que les protestants de Belfast, d'une distance de 2 kilomètres. Et est-ce que, parce que dans le livre, bon, ça on l'aborde, c'est presque en filigrane pendant tout le livre, mais est-ce qu'il y avait un moment, justement, quand on commençait à avoir 16, 17, 18 ans, 19 ans, où on était obligé de se positionner définitivement? Oui, bien sûr que si. Et pour moi, c'était par rapport aux filles. Hein, parce que c'est autre chose comme positionnement. J'étais un enfant très très moche, mais vraiment flippant. Et quelqu'un l'a prouvé tout à l'heure, parce que j'ai dit ça et les gens ont dit, non, tu fais ton gascon là. Et elle a dit, ouais, j'ai vu une photo. Et j'étais vraiment flippant. J'étais flippant. Et je me souviens des réactions des adultes quand j'étais petit, qui étaient, shit. Je faisais peur. Et puis, vers l'âge de 14-15 ans, j'étais un peu mieux. En fait, j'étais Brad Pitt, quoi. Comme ça. Pouf, j'étais beau. Et donc, je me suis dit, les filles, c'est intéressant. Mais les filles catholiques voulaient rien de moi. Mais du tout, hein. Et les filles protestantes, j'étais l'interdit. J'étais le mec black à Alabama. J'étais le diable. Et je me suis dit,
Ah bah, il faut que j'appuie là-dessus. Qui n'a pas marché non plus, hein. J'avoue, mais j'ai pas mal essayé. Et j'avais une petite faiblesse pour les filles protestantes, un peu balai dans le cul, et oh, c'est trop vulgaire. Non, Ça m'a emballé, quoi. Désolé. Non, Mais tout ce truc d'identité en Irlande du Nord était très compliqué. Quand j'étais petit, à 7 ans, il y a une guerre civile et on se dit, j'ai 7 ans, c'est pas ma faute. Hein. Et les parents qui disent, ah bah t'as pas le droit de donner une claque à ta sœur, qui disent, ah bah il faut balancer les pierres aux soldats, bah c'est nul à chier. Et en plus, des petits gamins qui sont instruits de détester les soldats, tous les garçons du monde adorent les soldats, quoi. Donc, chaque soldat que j'ai vu pendant mon enfance était suivi par une petite bande de gamins, Belfast-toi. Oh, mais il a un SLR, mitraillette. Oh. Et surtout, les premières noirs qu'on a vus étaient des soldats britanniques, bien sûr. Et là, c'était, ah bah, chez nous, c'est classe, quoi. Et donc tout ça, c'était rejeté par les jeunes. Même pas les jeunes, les enfants. Ouais, bah, c'était toujours un peu comique, quoi. Et puis, la venue de désir, d'amour, on était intrigués par l'autre. Mais bien sûr que si. Dès qu'on laisse les gens aller, les filles qui sortaient avec les soldats étaient punies, hein, chez moi. Comme l'épocation en France, on a mis des goudrons et tout ça. Ce que j'ai vu. Hein. Et c'est vraiment les petits cons qui luttent contre la nature humaine, quoi. Mais va savoir que les filles aiment bien les soldats jeunes, costauds, sportifs, en uniforme. Mais c'est très peu surprenant, quoi. Alors, j'ai pas répondu à ta question. C'est une réponse. Et c'est pas par incompétence, c'est parce que je t'aime pas du tout. Hein. C'est ça, revanche de peuple. Bon, très bien. Donc ça prouve qu'on pouvait quand même essayer, en tout cas, ou arriver à avoir une vie normale, même oui. à Berlin. Pourquoi à Berlin? Oui. Ça en dit long sur ce que je viens de dire. Je suis allemand. À Belfast, un lapsus assez intéressant. Oui. Mais il est le président de ce truc. Ouais. Lui, il est le chef. OK. Et c'est très bien parce qu'il faut faire des trucs pour les gens en difficulté, avec des soucis. Je comprends. Vous êtes gentil, hein. C'est la classe. Jamais j'ai essayé de mener une discussion et que ça soit aussi difficile. Je me souviens pas. Bon, très bien. Mais alors, dans Eureka Street, ce qui est étonnant, c'est que tu renvoies les deux parties dos à dos et que tu dis des choses qui sont extrêmement... J'ai aucun droit de dire sévère, d'ailleurs, parce que j'en ai aucune idée de si c'est sévère ou pas. Mais sur les deux parties qui s'affrontent. Et ça, comment... C'est une question toute bête, mais on est obligé de se la poser. Comment ça a été vécu au moment où le livre sort? La situation dans laquelle est l'Irlande, les questionnements qui se posent, comment est-ce qu'on te l'a reproché vraiment dans la presse, les gens, dans la rue? Comment ça s'est passé? Avec les gens, c'était parfait. Hein. C'était, ouais, mais t'as raison, bien sûr que si, c'est évident. Hein. C'est pas des nouvelles à nous. Hein. Parce que la plupart de la population d'Irlande du Nord était comme la plupart de la population de partout dans le monde. On s'en foutait de tout ça, des questions identitaires, des drapeaux, mais je peux pas dire ça. On n'était pas intéressés. Et donc, très bien. Si c'est drôle, ça marche. Sinn Féin n'était pas tout à fait fan de moi. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ils étaient plutôt fâchés avec moi parce que j'ai fait des documentaires et parfois je me suis moqué d'eux. Eh bien, il ne faut jamais faire ça. La moquerie, c'est la fin du monde pour les fachos, pour les gros cons. Et je me souviens d'un moment, quand j'ai fait un documentaire, je ne sais pas quoi, et je suis arrivé à la porte de bureau de Sinn Féin. J'ai frappé à la porte. Et en anglais, j'étais étudiant à Cambridge, moi. Donc, je parle avec un accent un peu BBC. I'm very posh.
J'ai pas tout l'accent de là-bas. J'en ai plus. Et donc, j'ai frappé à la porte avec l'équipe derrière moi. Et j'ai dit, bonjour, j'aimerais bien parler à Léra, s'il vous plaît, parce qu'on fait un petit documentaire là. Et le mec a dit, à Léra? Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et j'ai dit, ah bon? Alors, est-ce qu'il y a un 06, un fax? Il a dit, mais non, 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 non. Et j'ai dit, ah, c'est dommage, parce que vous savez, les séparatistes, les Basques, État, ils ont un helpline. On peut appeler. Il a dit, ah bon? Et ils n'étaient pas contents, mais après, j'ai reçu des menaces de mort de l'État, pas de l'État. Alors, c'est un peu global, ce problème de manque d'humour. Hein. Ça, c'est une réponse, ça, par exemple. Alors, tu es parti de Belfast, relativement tôt, mais là, maintenant tu vis à Paris. Mais est-ce que tu y retournes? Est-ce que tu y retournes souvent? Et quel regard tu portes sur Belfast aujourd'hui par rapport à cette époque-là? Ah bah, j'ai vécu à Belfast 10 ans après je suis parti pour la première fois. Donc, c'est pas complètement à l'ancienne mon rapport avec cette ville. Je retourne rarement parce que, et c'est pas un truc je l'aime plus, c'est en fait, j'ai découvert le Sud. Et j'ai fait mes devoirs avec la pluie et les nuages et le gris, et j'aime bien voir la lune de temps en temps. C'est chouette. Et donc, le sud de la France, tout de suite, j'ai compris que ici, ça marche bien pour moi. Je veux être à côté de la Méditerranée, quoi. J'en ai marre du Nord. C'est glauque, c'est déprimant. Et d'aller dans le sud, ça vous change physiquement. Ça change tout. Hein. C'est vraiment assez marquant et un peu humiliant à quel point on est changé profondément par le climat. Si tu veux t'installer, on peut s'arranger. Hein. On connaît des gens. Oui, je crois. Ça marche pour moi. Hein. Je ne vais pas tout de suite apprendre la langue corse, parce qu'il faut que j'apprenne la langue française peut-être d'abord. Mais oui, j'aime bien cet endroit. Hein. Je vais retourner ici, hein, c'est certain. Ouais. Pour le prochain livre? J'ai envie de créer un petit truc sur la Corse. J'ai vu des parallèles, des trucs en commun avec l'Irlande, mais c'est très, très différent quand même. Et la présence de cette langue vivante, ça change tout. Hein. On n'a pas ça. La langue gaélique, elle est morte, elle est complètement politisée. Et c'est en promotion par des gros cons qui sont vraiment pénibles. Et donc, les jeunes ne supportent pas. Donc, c'est mort pour les gens en dessous de 30 ans. Mais ici, c'est une langue qui est parlée. Et c'est vraiment autre chose. Et oui, je vais vous expliquer à vous, parce que c'est ma deuxième journée ici. Et je comprends tout. Non, mais un regard extérieur, ça peut être intéressant. Oui, mais il y a des limites quand même. Il faut être un peu minimum humble. Quiconque a lu Eureka Street s'en souvient, j'en suis sûr. Et ceux qui ne l'ont pas lu, même si vous allez, prenez-le dans une bibliothèque, allez lire le passage sur le poète gaélique et sur les gens qui le suivent et sur la scène avec le train. C'est une des choses les plus drôles que j'ai eues de ma vie. Mais vraiment, vraiment. Et ça a été reçu comment là-bas? Parce que si on fait ça en Corse, je ne suis pas sûr que... C'était pas une question de comment c'était reçu, parce que c'est un poète qui fait nationaliste quand ça marche, avec un public qui est comme ça. Mais dès que c'est les Anglais, il est super britannique. C'est un peu à la con. Mais juste après, le mec a gagné le prix Nobel. Donc j'étais un peu à côté de la plaque, quoi. Ça a très bien marché. Et il est devenu prof à Harvard, aux États-Unis. Donc l'arnaque marche mieux qu'autre chose. La sincérité est nulle part. Et l'arnaque est président des États-Unis. Hein. Alors j'ai appris quelque chose sur ça avec lui. Et c'est assez parlant que pas mal de gens m'ont parlé de cette scène. Et le fait que ça veut dire quelque chose pour vous, j'ai deviné des trucs par rapport au nationalisme d'ici
qu'il y a des gens qui en profitent, qui le font pas sincèrement et c'est un peu n'importe quoi parfois. Il y a des gens un peu comiques. J'imagine, ça arrive à des gens très bien. Et je dis pas de mal de personne. J'en connais rien. Oui. Mais le nationalisme... mais la langue vivante, ça, je suis à fond. Ça me fascine. J'aimerais bien avoir le gaélique comme une langue vivante parlée par des gens en tant que langue maternelle. Je ne suis pas sûr que vous êtes complètement conscient à quel point c'est vraiment « oh, shit ». Tout d'un coup, les gens se mettent à parler en corse et ce n'est pas un geste, ce n'est pas pour exclure les autres, c'est juste naturel, quoi. Et c'est ça. C'est juste, oui, mais on le fait parce qu'on voulait, on a passé à autre chose. Ça, c'est extraordinaire. Je ne l'ai jamais vu ailleurs. Tu vas finir par t'installer. Ouais, on verra. Bon, alors, on va clore l'épisode de Eureka Street parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant et j'aimerais savoir ton avis. Je l'ai beaucoup constaté. Eureka Street, il a tellement marqué les gens que je me suis rendu compte de quelque chose que peut-être toi, tu vas pouvoir m'expliquer. C'est que je connais plein de gens qui me disent Eureka Street, c'est un des livres que j'ai préféré, c'est un livre extraordinaire et qui n'ont pas lu les autres. Comment ça s'explique, ça? Est-ce qu'il n'a pas tellement marqué que les gens ont peur d'être déçus après? Moi, j'aime pas mes livres, donc je suis oui, ça, assez partant. On va y venir après parce que vous allez voir. Ça soit le cas. Parce que c'est le bouquin qui me gêne le moins, alors tant mieux. Ah non, mon éditrice est là, il faut les lire tous. Hein. N'est-ce pas, Mimi? Ouais. Oh, j'ai la migraine. Non, c'est vrai. Non, mais je veux dire, c'est avoir autant marqué les esprits. Parce qu'il faut aussi dire, il y a des auteurs qui même parfois ont des gros prix, des prix de littérature, tout ça, et dont on parle énormément. Une fois qu'on a fermé le livre, on a déjà oublié qu'ils existaient. Comment quelqu'un qui a plus écrit de romans depuis 22 ans, il peut encore être autant célébré dans les endroits les plus improbables même? Je parle pas de chez nous, hein, mais dans plein d'endroits. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question. D'abord, je suis un petit génie, mais limpidement. C'est pas pour moi à dire, mais quand même, faut être lucide là-dessus. C'était assez bien traduit en français. Il y a des petites fautes ici ou là, mais dès que c'est compliqué, le mec a fait son boulot. Et les blagues sont des réussites extraordinaires. Mais je me suis rendu compte très très vite que ça a très bien marché pour les lecteurs francophones et c'était assez influencé, informé par des trucs totalement français. Il y a un gamin de rue qui vend des journaux qui s'appelle Roach et c'est bien Gavroche de Les Misérables, bien sûr que si. Et personne en Angleterre a remarqué ça. Mais ici, tout le monde. Mais bien sûr, c'est lui. Bien sûr. Et en plus, ça parlait de la politique de quotidien dans une manière que les Français ont apprécié assez vite. Je crois. J'en sais rien. À l'époque, je ne parlais pas français. Je parlais Balzac. Et ça n'a pas marché dans la vie quotidienne. Du tout. Hein. Moi, je disais ça parce que je me mets dans le même lot. Eureka Street, je l'ai adoré. Et je n'ai lu La douleur de Manfred. Et en général, il fait une grimace quand je dis ça, voilà. Qu'il y a quelques semaines. Et pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Voilà, mais vraiment. Mais à un point qui est même... Mais c'est d'autant plus un chef-d'œuvre que je ne m'y attendais pas. Parce que, d'abord, il n'aime pas... Mais il faut savoir que... On va faire... Alors, Ripley Bogle, il dit, je vais lui éviter de le dire, je mettais plein de mots compliqués, j'étais présomptueux, je voulais faire bien. Bon. J'avais 22 ans. Hein. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui écrivent ça à 22 ans. Hein. Ça, faut l'accepter aussi, un livre de ce niveau, non Comparé à Joyce. Il y avait des journaux qui comparaient le livre à Joyce. Mais j'ai fait un hommage à Joyce qui était assez direct. Mais on peut faire un hommage, mais de là à comparer l'auteur qui fait l'hommage à Joyce. Ouais, mais ça arrive maintenant, ça arrive à tous les écrivains irlandais, c'est le nouveau Joyce. Et ce sont des gens, mais chiants. Mais chiants. Et il y a
une fille qui s'appelle Sally Rooney, qui a écrit un bouquin. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu des extraits. Et elle était appelée le Pushkin de Facebook, ou Tinder, ou Twitter, ou quelque chose. Oui, c'est très James Joyce, ça. Non. Je suis très humble, je suis très zen, bouddhiste, donc j'ai du mal avec... Parce que même Eureka Street, j'avais lu quelque part. C'est très méchant ce qu'il fait maintenant. Hein. De dire que c'est vraiment des bons livres. De toi. C'est des bons livres. Non, mais Eureka Street, même une fois, j'avais lu dans un article, arrêtez de dire que c'est un chef-d'œuvre, allez lire Tolstoï. Oui. Non, mais quand les gens arrivent, les lecteurs, je suis très poli et je suis très, très reconnaissant, et, bien sûr. Et on parle des trucs, je dis toujours, il faut lire Tolstoï parce que ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. En fait, un écrivain irlandais qui est très dominé par Joyce, parce que quand même, c'était le meilleur anglais écrit, mais jamais écrit, mais c'est extraordinaire. Mais plus on grandit, plus on vieillit, plus on passe à Tolstoï quand même. C'est moins bien écrit, mais c'est vraiment d'une profondeur extraordinaire. Et, c'était un mec un peu pénible, mais oh mon Dieu, ces livres sont remarquables. Et vous êtes assez chanceux, les francophones, parce qu'il y a une version de Guerre et Paix sans tous les moments très nuls. Et c'est bien 500 pages coupées. Et c'est le bonheur absolu. Hein. Parce que je l'ai lu 15 fois, et ben j'ai toujours sauté sur les 200 pages nulles à chier, sur ces théories des grands hommes. Oh bah, laisse tomber, Léo. Non mais vraiment, ça suffit. Est-ce que, ça aussi c'est jamais arrivé, mais je demande l'autorisation, est-ce que je peux quand même poser une question sur La douleur de Manfred, en disant du bien? Oui, oui. Bon, sincèrement, La douleur de Manfred, en le lisant, je n'arrivais pas, je suis allé voir 100 fois sur Internet si c'était possible d'avoir écrit ce livre. À quel âge? 24 ans, 23 ans? Ah non, 26, 7. Oui, bon, mais c'est quand même jeune. Oui. Il faut le dire. Et c'est un des personnages de vieil homme les plus incroyables que j'ai vus. C'est un livre sur la perte, sur la culpabilité. Mais sincèrement, je trouve ça titanesque d'avoir écrit un livre pareil. Et quand on dit à l'auteur, sincèrement aussi, j'ai presque l'impression d'être trahi par l'auteur. Quand je lui dis qu'il est génial et qu'il me dit non. Ça fait très bizarre d'adorer un livre et qu'un auteur vous dise mais il n'est pas très bien. Je me souviens de la photo de couverture quand je voulais que... J'avais 27 ans et je voulais une photo où j'avais la tête d'un quelqu'un un peu plus âgé. Et donc on a fait 4 heures pour trouver une photo où je ne faisais pas gosse, quoi. Moi, je trouve que c'était une arrogance totale. Je voulais faire, je peux faire un vieil homme, même quand je suis jeune. Et il y avait un peu de... Oui, de regarder ce que je peux faire. Et donc, moi, je trouve que le bouquin était raté parce que j'étais aussi distrait par le succès de Premier qui a gagné des prix. Et j'ai fait la télé. Et j'étais très stupide, qui n'aide pas. Comme tous les écrivains sont stupides. On est idiots. Et tant mieux. Parce qu'il ne faut pas être un écrivain avec une idée. C'est la fin du monde. Vraiment, vraiment. Comme les photographes, on est beaucoup mieux quand on est bête. Et moi, je suis vraiment assez bête. Et donc, imaginez, à 27 ans, c'était lamentable. Après, vous référez à l'avis que vous voulez. Moi, je vous dis, lisez-le, La douleur de Manfred. Voilà. Et après, vous ferez votre avis. Et Ripley Bogle, donc le premier, parce que ce qu'il faut savoir pour les gens qui ne le savent pas, c'est que, pour situer un peu le personnage très rapidement, Robert, tu t'en vas de Belfast, et tu te dis, mais vraiment, je ne sais pas vraiment, c'est une question, tu te dis vraiment, pourquoi pas être SDF? Ah non, c'était pas fait exprès. Hein. Mais comment ça s'est passé? J'ai été SDF très jeune, bien avant d'aller en Angleterre. J'étais SDF à Belfast quand j'avais 17 ans. Je suis parti il y avait une rupture de famille assez compliquée. Ma famille était assez impliquée dans la lutte, comme il l'appelait. Et
je suis sorti avec une fille protestante et ma mère n'a pas aimé, donc mon oncle m'a informé, alors je vais te tuer. Et j'ai dit, ah bon? Et il a dit, ah ouais. Et j'ai dit, ah d'accord. Donc c'est sincère là. Ah ouais, je plaisante pas. Hein. Et donc je suis sorti. Et en passant, 2 ans après, elle s'est mariée avec un protestant, ma maman. Alors, les trucs changent vite. Et donc, c'était à la fin de lycée et j'étais SDF. Et c'est une très bonne idée d'être SDF à 17 ans, parce que c'est beaucoup mieux qu'à 57 ans. Mais bien sûr que si. Mais c'est pas si chouette que ça, quand même. Et puis en Angleterre, il y avait quelques petits moments, parce que j'avais pas d'argent, j'avais pas de famille, donc quand on est comme ça, et c'était la Grande-Bretagne de Thatcher, donc tout ce qui était là pour protéger les gens était plus là, tout de suite, dans 18 mois, et donc on était dans la merde, mais complètement. Et si on n'a pas un réseau, dès que tu perds un boulot ou un appart, tu dors dans la rue, quoi. Et donc, j'ai dormi dans la rue. Mais alors comment? Parce que c'est que le début du parcours. Comment de SDF, parce que là je comprends, donc comment on se retrouve d'un adolescent à Belfast et on se retrouve. Mais comment de SDF on se retrouve pris à Cambridge, qui est l'une des meilleures universités d'Europe? Parce que je suis un petit génie quand même. Qu'est-ce que je peux dire avec des questions si faciles? Moi, je ne voulais pas aller à la fac et Cambridge, c'était un peu autre chose. C'était des gens de très, très bonnes familles, mais aussi il y avait des bourses pour la racaille comme moi, mais un peu malin. Et j'en ai profité. Quand j'ai fait mon bac de là-bas, A-Levels, j'étais plein dans une période sans abri, et donc c'était pas extraordinaire, mes notes. Mais Cambridge et Oxford, ils avaient un examen pour eux. Et donc j'ai fait ça 2-3 mois après, et j'avais un petit appart à l'époque. Et donc j'ai réussi. Et bien sûr, dans l'interview à Cambridge, j'ai fait un peu le ouais, SDF, quoi. Ah bon? Et je crois que ça m'a aidé un peu. Oui. Parce qu'il n'y en avait pas. Il y avait Prince Edward et Prince Andrew, mais SDF un peu moins. Il nous faut beaucoup plus d'SDF. Celui-là. Bon, d'accord, mais alors pour continuer et finir avec ça, et donc une fois qu'on a Cambridge, pourquoi on se dit j'arrête avant la fin parce que ça me fatigue? J'étais très stupide. Oui, je dis souvent que je suis un petit génie, mais j'étais très stupide, immature. Je me souviens j'ai parlé de ça hier, je me souviens d'un moment quand j'ai regardé les autres étudiants à Cambridge, et ils avaient les tranches d'enfants pour moi, parce que moi j'étais expérimenté, on m'a tiré dessus 4 fois avant l'âge de 16 ans, je suis un cowboy. Et eux, ils étaient des gentils, mais tout doux, mais... Et je me suis dit, c'est sympa, c'est chouette. Mais j'ai fait une bêtise parce que eux, ils ont grandi et moi, je suis resté où j'étais. Et donc 2 ans après, je me sentais mais vraiment à côté de la plaque. Et en plus, j'avais un papier à rendre, un thesis assez costaud, genre 30 pages sur fucking Dryden, un poète du XVIIe siècle, vraiment nul à chier, que moi j'ai choisi parce que je suis stupide. Et donc quelqu'un m'a prêté une machine à écrire et oui, l'avait, et je me suis dit, c'est un peu tard. Et j'ai commencé d'écrire le premier chapitre de mon premier bouquin. Et je me suis dit, je suis pas obligé de rester à la fac pour devenir écrivain. Et donc, je suis parti comme ça. Mais ça, tu savais que tu voulais devenir écrivain. Tu l'as su à quel moment? À quel moment tu t'es dit, je veux être écrivain?
Oh, j'ai écrit des histoires quand j'avais 17 ans, qui faisaient des chapitres de mon premier bouquin. Un peu réécrits, mais ils étaient assez influencés par Joyce, mais pas mal, quoi. Mais c'était le moment où tu étais déjà SDF, à ce moment-là ou pas? Parce que le livre, il faut non, le dire pour après. ceux qui l'ont pas lu, Ripley Bogle, ça raconte le parcours d'un SDF qui s'appelle Ripley Bogle. Il y a pas mal de SDF dans la littérature parce que le rapport qu'un clochard à l'ancienne a avec la ville est très intime. Parce que quand le trottoir est en oreiller, c'est quand même intime. C'est pas le même rapport avec les citoyens. À côté, on dort là. On est chez soi, littéralement dans la rue. Et c'est un regard qu'on n'oublie jamais, jamais. Et que j'ai qu'avec Belfast et Londres. Je ne l'ai pas à Paris. Et c'est juste, en fait, trop délicieux. C'est impossible à résister la tentation d'écrire là-dessus. C'est vraiment autre chose. Mais je ne suis pas tenté de le refaire quelque part, parce que c'est quand même costaud. Hein. Et de plus en plus. Paris, maintenant, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais alors, tu parlais de Belfast avant. Bon, après, je vais donner la parole au public, mais ça me rappelle un passage, et ça, il y a beaucoup de gens qui en parlent, et on en parlait encore hier. Il y a un passage de Belfast où tu racontes Belfast la nuit. Avant, en plus de passer, pour moi, c'est un des... On n'en a pas même parlé encore avec Laurent Chalumeau il y a pas très longtemps. Ce chapitre où tu parles de Belfast la nuit, avant de basculer dans le chapitre d'après sur autre chose que je dévoilerai pas pour les gens qui l'ont pas lu, mais enfin, je veux pas faire dans la flagornerie, c'est absolument époustouflant. Merci. Et voilà, donc ça, je savais que j'aurais une réponse C'était comme ça. ça que je voulais. C'était époustouflant. Mais je veux dire, on sent... Ce qui est fascinant de Eureka Street, c'est le mélange de sévérité, ou en tout cas de regard, sans aucune concession. Et en même temps, on sent un amour absolu, mais des gens et de la ville. J'étais vraiment prise par une vague d'amour pour la ville dans les années 90, sentimentale, mais étouffante. Et Belfast est très moche, assez nulle, assez petite. Et le climat est impardonnable. Et quelqu'un m'a dit une fois que j'écrivais sur Belfast comme elle était la fille la plus moche de la classe. Et je me suis dit, ouais, mais moi, j'étais toujours amoureux de la fille la plus moche de la classe. Mais bien sûr que si. Et j'ai toujours ça parce que le seul truc qui me manque vraiment, c'est comment ils me font rire, les Belfastois. Mais on est bête, on est nul, mais on est drôle, quoi. Il y a 2 ans, un écrivain de là-bas m'a envoyé son nouveau roman et sur le colis qu'il a mis dans la poste devant la dame et puis qui est arrivé à Paris. C'était écrit mon adresse, mais au début, c'était Robert McFuck Wilson. Et je me suis dit, ça me manque. Ça me manque. D'autant que tu as dit, et ça je vais le dire, et puis je pense que ça va faire... Tu as dit que quand tu es arrivé à Paris, le vrai problème c'est qu'ils n'ont pas d'humour. Mais pas aucun humour. J'ai très peur des propos racistes. Et je sais qu'officiellement, littéralement, on est en France. Mais, alors, j'ose dire que je suis très, très francophile. La littérature, l'histoire politique, l'architecture, c'est extraordinaire. Mais la musique et les blagues, oh mon Dieu! Monsieur Hulot, oh fuck, ça nous fait mal les étrangers. Et on est toujours obligé de mater par des enthousiastes. On dit, oh mais tu vas aimer. Et on est là, ah oui, c'est très bien. Oh, maman. Mais Michel Polnareff est pire.
Mais le truc hallucinant, c'est 2-3 fois par an, je découvre un truc de la musique française qui me rend dingue. Et le plus récent, c'était... On me demande souvent le sens du mot « cool ». Le mot anglais « cool ». Qu'est-ce que c'est, Robin, « cool » ? Et au français, j'ai du mal à expliquer, parce qu'ils ne font pas ça non plus. Hein. Cool. Et puis, j'ai découvert Jacques Dutronc. Il est cool. 700 millions de Chinois. Et moi, et moi, et moi. C'est énorme. C'est un chef-d'œuvre. Et en fait, plus on déteste un peu légèrement la musique française, plus quand c'est vraiment bon, on est aimé. Sidéré. On a du mal à respirer devant ça. Voilà, film. Il s'appelle Jacques Dutronc. Ouais. Mais est-ce que tu sais où il vit, Jacques Dutronc ? Ici ? En Corse ? Non. Tout s'explique. En fait, tu en fais ce que tu veux. Ah oui, d'accord, ok. Ben oui, tout s'explique, bien sûr que si. Mais il vient d'ici ? Non. Ah, par adoption, c'est même mieux. Il a choisi. Alors Robert, il y a une dernière question. Je suis obligé de la poser. Après, je donnerai la parole au public. Mais sinon, il y a des gens qui vont m'en vouloir à vie. Charlie Hebdo ? Non. Ah. Ça, on pourrait... tiens, on va en parler, c'est vrai. On a 5 minutes en plus. 5 minutes en plus, parce que c'est intéressant. Robert McLaren-Wilson, moi, je me souviens d'un article qui s'appelait « Ma rage est ingouvernable » dans Libération. Ouais. Et c'est toute époque, époque non, puisque c'est quand même après Charlie Hebdo, tous journaux, écrivains, billettistes, chroniqueurs, la chose la plus formidable que j'ai lue sur ce qui s'était passé. Vraiment. Et parce que là encore, comme pour le reste, tu disais des choses que personne d'autre ne disait. Voilà. Ouais. Et c'était incroyable. Et ça t'a marqué, parce que tu l'as vécu en France, et c'était des choses que tu avais quand même, qui te rappelaient des choses. Chez Libé, je suis souvent invité de dire des trucs qu'un écrivain français n'a pas le droit de dire. Parce que je suis étranger, donc ça compte pas. Et en plus, je suis prolétaire, donc j'ai la carte bleue de prolétaire, donc je peux aller loin. Parce que la gauche française, on n'en a pas beaucoup, hein, des prolétaires. Il n'y a pas des gens qui faisaient des syndicats et tout ça. Et la gauche anglaise, c'est de plus en plus pareil. Hein. Et donc, on me demande, parce que moi, si un blanc bourgeois dit c'est limite raciste, là, je m'en fous. Hein. De la part d'un blanc, mais c'est pathétique. Quelqu'un de cool, comment dire en anglais, a person of color, il faut que j'écoute. Mais un bourgeois blanc, fuck off. Et j'ai remarqué qu'après l'attentat de Charlie, c'était pas tout le premier, il y avait le mec qui est allé dans l'école à Toulouse. Et il y avait certains trucs, mais là, c'était vraiment dans la gueule, quoi. Et les gens que je connais à Paris m'ont appelé en disant « Est-ce que c'est normal ce que je ressens là ?» moi, je ne pouvais pas les conseiller parce que je ne pouvais pas rappeler quelque chose qui ressemblait à ma première fois. C'était toujours présent dans ma vie. Et donc, j'avais pas de conseils. Et les conseils que j'avais étaient un peu indicible. Rien va changer. C'est pas votre affaire. Il y a 100 ou 1000 gens qui ont décidé de faire des trucs comme ça. Et on attend qu'ils décident que ça vaut pas le coup. C'est ça, la violence politique, c'est un sport de minorité. Nous, on n'est pas des victimes, on n'est pas des cibles, on est la toile sur laquelle on fait la peinture. On est juste là pour illustrer. Parce qu'il faut l'écran. On est l'écran. On ne compte pas. Et j'ai vu ce qui m'a un peu agacé, c'était les réactions des gens connus de la politique, étaient comme les réactions de 20 ans après le début de la guerre en Irlande du Nord. Les trucs de condamnés à la con, il faut qu'on soit gentil. Les gens qui ne faisaient pas d'amalgame pendant que le sang coulait, quoi. Et très honnêtement, il n'y avait pas l'espace pour la rage, pour la colère que pas mal de gens ont ressenti face à ça. Et la colère supprimée, c'est pas une bonne idée. Et donc, moi, j'ai parlé de
Moi, je connais des gens l'Ira, les gens de la Colombie et de Pérou, de n'importe où. Ils sont tous pareils. Tous pareils. Les gens d'ici qui ont fait des trucs comme ça, j'imagine que c'est un peu la même chose. Ils sont très bêtes et très sûrs de eux. Et c'est une combinaison qui est assez toxique, quoi. C'est nocive. Et donc je parlais de ça. Et c'était bien avant que j'ai connu Charlie Hebdo, très honnêtement. Parce que tu as travaillé à Charlie Hebdo après les attentats. Oui. Mais pourquoi? Parce que tu as dit qu'en plus c'était quelque chose qu'il fallait faire parce que tu avais trouvé, je crois, je me souviens plus exactement, mais tu avais reproché aux gens et aux journalistes de pas suffisamment prendre position. Oui, quand même. Le truc est consternant. L'attentat à Nice, un mois après, personne ne parlait de ça. Et l'attentat à Nice, c'était un truc de feu d'artifice. Et qui sont là pour un truc comme ça? Des enfants. C'était dirigé vers la chair intime du pays, de tout le monde. Et c'était pas moi, ça. Et comme l'attentat chez le Bataclan qui a tué les Arabes, les Noirs, les femmes, les mecs, les n'importe qui était un attentat contre la beauté, parce que les photos des victimes, c'était tous des jeunes gens, mais extraordinaires, sublimes. Et contre le plaisir, les restos, les concerts, le foot. Et ça, c'est pas par hasard. C'est des gens qui font le non. Non, jamais, nulle part, rien. Et ben, il faut s'énerver contre ça. Parce que le truc gentil, ça marche pas. Je me souviens j'étais gamin et on a fait un truc, une campagne des affiches, des pubs à la télé pendant la guerre civile en Irlande du Nord, en disant 7 years is enough. 7 ans, ça suffit. Même enfant, j'ai rigolé. Parce que 23 ans après, ça n'a pas marché. Hein. Alors, oui, ça m'a pas mal angoissé. Alors, c'est très bien parce qu'il y a tellement de choses à dire mais il va falloir s'arrêter. Donc la dernière question, c'était pas celle-là. Mais c'est très bien qu'on en ait parlé parce que je voulais aussi qu'on en parle. Mais... Et le fait que je bosse pour Charlie Hebdo, c'est le truc le plus important que j'ai fait de ma vie. Parce que il y avait des gens qui ont refusé, et je comprends si on a peur pour soi, pour la famille, mais c'est très bien. Mais les gens qui ont dit non, un peu politiquement, they can go fuck themselves. Really, sideways. J'étais honoré, quoi. Ça m'a fait honneur. Alors la dernière question, parce qu'on peut pas... Et ils sont chiants, hein, chez Charlie. Ils sont vraiment nuls, hein. Mais ça me fait honneur. Mais c'est très vrai, mais c'est parce que tu veux pas que je pose la dernière question, c'est pour ça en fait. Non, que tu redis des choses. Oui, qu'est-ce qu'il va dire? Non, mais parce qu'on l'a abordé au début, moi j'ai pas eu de réponse. Mais très simplement, vraiment, est-ce qu'on aura un nouveau livre de Robert McCarthy? Oui, je suis en train de me détendre là-dessus, pour le dire poliment. Ouais. C'est là, ça existe. J'ai fini un bouquin il y a 10 ans. Non, 8. Assez petit, mais vraiment pas mal, que je vais publier après. C'est con, hein. Je suis con, je suis spécial. Ça se dit? Oui. Ouais, je suis spécial. Oh, il est spécial. Il est gentil. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui est prêt. Oui. Et qu'il est bien, et que tu penses que ça vaut le coup d'être... ça va, mais ça tu va. te dis, c'est peut-être pas le bon moment, je vais d'abord en écrire un autre. Oui. C'est vrai qu'il faut pas sursaturer le marché aussi. Oui. Hein, c'est un peu... Pour reconnaître, ça serait dommage. Ça serait quand même dommage. Ok. C'est comme ça. C'est ma partie. Non, mais tant mieux, c'est une très bonne nouvelle. J'aime pas ta chemise. Mais j'en avais une autre dans la voiture, je devais me changer, j'ai oublié, il y avait trop de choses à C'est faire. un malheur que quoi. Les gens qui applaudissent, c'est pas très gentil. Ouais. Merci bien. Il y a des gens avec de goût ici. Hein. Merci Robert. Alors vraiment une dernière question toute simple. Est-ce que quand tu
sort le prochain livre, tu viens le présenter Ah ici. bah oui, hein, c'est sûr. N'importe anglo-saxon qui est invité de venir à Corsica. C'est tellement bon en anglais, Corsica. Est-ce qu'il y a des dragons en Corsica? C'est un truc de conte de fées, quoi. Corsica. What are you? I'm Corsican. Mon Dieu. Alors oui, bien sûr, ça va sans dire. Bon, eh ben, c'est parfait, mais ça c'est noté devant témoins, filmé et tout ça. Merci bien. Est-ce que, tant qu'à faire, puisqu'on l'a sous la main, qu'on en profite, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Oui, sinon on va choisir quelqu'un. Et ben, moi, j'ai une faiblesse pour les gens très timides, hein, qui ont du mal à parler devant les autres. Alors, sois gentil. Hein. Ah, très bien. Attends, avec le micro. Mais... Je voudrais vous remercier. On doit être nombreux à attendre vos papiers dans Charlie. En tout cas, moi, je les attends. Mais vous êtes un très mauvais critique de cinéma. Non, mais attendez, je veux devenir. Vous Attends. allez Ah oui, je sais qui c'est. Le Danois, là. Non, je l'aime pas autant que vous. Ah Non, je l'aime pas autant que Ah, ça, c'est le débat corse, parce que j'ai déjà vu qu'on en est désaccord, mais tout le monde a raison en même temps. C'est Non, mais sublime. que vous préfériez Piège de cristal au film de Godard, je peux comprendre. Moi aussi, Oui, moi aussi, oui, moi oui, aussi, oui. complètement. Mais tout de même, il n'y a pas que des films emmerdants chez nous, en France. Mais non, mais pas du tout, hein. Mais c'est ce que vous écrivez. Ah bah, c'était pour la blague. Ah bah oui. Je dis du mal de français aux Français, mais bien sûr que si. Parce que les étrangers... Tom Hanks arrive sur scène et il dit « Ah bah, j'adore la France. C'est chouette. Vous êtes tellement beau. » Moi, je fais pas ça. C'est fatigué. Moi, je fais « Ah bah... ouh. Vous pouvez un peu dans le métro. Oh. » Non, mais je suis d'accord. La nouvelle vague, mais moi, j'ai une faiblesse... Oh, Jesus Christ. La nuit américaine. Truffaut. Et moi, je trouve qu'il est, à ce moment, un peu négligé. C'est un grand génie de cinéma. Mais vous dites souvent, il est moins bien que les autres un peu plus intello, selon vous. Mais moi, j'aime pas les films de 8 heures où on regarde le parking et bah, rien ne se passe. Et puis, on se soucie d'eux. Moi, j'aime... comment il s'appelle le mec qui est en russe maintenant Depardieu. Non, l'américain. Depardieu, c'est pas mal, mais on a Steven Seagal. Ah, allez, c'est reparti. Un mec qui peut pas marcher et parler en même temps. Il est devenu acteur. Oh mon Dieu, ça me fait pleurer. Mais je vous jure que c'est pas pour la posture, parce que ce matin, il m'a décrit un nombre de scènes, d'un nombre de films de Steven Seagal, c'est pathologique. Moi, j'ai vu ces films récents. Et bah, c'est pas tout le monde. Hein. Et récemment, il y avait dans le scénario, parce que je connais des gens qui bossent dans les films cheap comme ça, où il était censé d'avoir une bagarre avec une dizaine de mecs à Tokyo, je crois. Et il est vraiment assez gonflé là et un peu fatigué. Et il a pas voulu être debout et donc il a fait assis. Et ça, c'est éblouissant. Inoubliable. C'est l'ampleur de ça. Oh mon Dieu. Il y a une question là. Non. Est-ce que je peux poser une question à vous? Moi, je pense que Piège de cristal, it's a Christmas film. C'est un film de Noël, n'est-ce pas? Voilà. Ça se On passe est à Noël, d'accord. d'ailleurs. Oui, voilà. Mais c'est un film pour les petits à Noël, oui. Comme il faut. Jeune fille. Combien de temps vous mettez pour écrire un livre? Qui a payé cette jeune fille? Bravo, bravo, bravo.
T'as pas honte de me demander ça? Est-ce que j'ai l'air méchant? Pourquoi tu me punis comme ça? Oui, j'ai la réponse. Regarde-moi dans les yeux là. Hein. Ok. T'es prête? Ça dépend. Ah, une question. C'est moins drôle, on va revenir à Charlie Hebdo. Est-ce que vous avez lu un des livres les plus importants de cette année? C'est le livre de Philippe Lançon qui s'appelle Le Lambeau. Oui. Et vous avez échangé avec lui. Oui. Voilà, parlez-nous peut-être de ça, parce que c'est important. Philippe Lançon, qui a été blessé dans l'attentat, assez intimement, parce que ça l'a arraché la mâchoire. Et c'était quelqu'un qui était assez beau gosse avant. Il a écrit un récit qui est très huis clos. Ça parle de lui, renfermé. L'hôpital, et puis, comment ça s'appelle à Paris, Les Invalides. Et c'est un bouquin assez remarquable. Et je n'ai pas juste lu, j'ai traduit des extraits pour le Guardian en anglais, en améliorant un peu. Non, c'est une blague. C'est assez extraordinaire, parce qu'il y a une froideur remarquable dans ce qu'il a écrit sur lui. C'est un regard un peu sans pitié. Le phénomène, c'est assez intéressant. J'ai plus de mâchoire. Je suis entouré par des jeunes infirmières, souvent très belles, qui m'enlèvent les trucs qui couvrent mon visage et on regarde le trou, l'absence. Et je le conseille, hein, mais c'est quand même pas tout à fait un plaisir. Mais c'est un très, très grand bouquin. Oui. C'est vrai, c'est 500 pages et il y a une énergie assez extraordinaire. Et mon moment préféré, il était complètement à côté de la plaque là-dessus. Hein. Il fallait terminer le bouquin avec ça. C'est bien après, c'est 2 ans après. Et il n'a plus de protection des agents de sécu. Et donc, il n'est plus à l'hôpital, donc il sort de chez lui. Hein. Il marche dans les rues, il vend au magasin. Et il est dans une épicerie et il parle de comment les gens réagissent à sa gueule. Maintenant, où on voit que quelque chose s'est passé, malgré les cinquantaines d'opérations. Et le mec dans l'épicerie dit « Ah bah, qu'est-ce que s'est passé? Vous étiez mordu par un chien ?» Et lui, il dit « C'est ma théorie préférée quand les gens me disent ça. » Et je dis toujours « Oui. » Mais il n'était pas méchant. Et je trouve ça d'une beauté extraordinaire. C'est un truc remarquable. C'est un très grand bouquin. Ouais. Et j'étais assez surpris que ça n'a pas gagné un certain prix, là, ou été nominé pas. Même si ce n'est pas un roman. Ah oui. On va venir jusqu'à vous. Ouais. Mais il est dans la mer, là, le mec. Tellement seulement. Faites-le en sémaphore. Oh, bah. Je voulais savoir si vous étiez retourné à Belfast récemment et si vous avez retrouvé les mêmes choses ou si ça a beaucoup changé. Ça fait un petit moment depuis. J'étais là il y a 2 ans et demi, je crois, ou il y a 3 ans. Et maintenant, c'est vraiment Game of Thrones. Mais littéralement, parce que ça, c'est filmé là-bas, Game of Thrones. Et c'est le centre de production. Et c'est un truc tellement réussi et tellement important qu'il y a des touristes chez nous maintenant qui viennent pour voir des dragons, quoi. Et il n'y en a pas. Il y en a beaucoup moins qu'avant.
là, maintenant, c'est comme... Est-ce qu'on connaît Stoke-on-Trent en Angleterre? Non. C'est une ville de la même taille que Belfast, qui est un peu industrielle aussi, où il y a pas mal de chômage. Et là, maintenant, on est Stoke-on-Trent, mais avec Game of Thrones. Donc, oui, ça a changé. Mais c'est toujours... Pour moi, c'est un endroit sublime. C'est un peu comme ici, parce qu'on a la mer et puis les montagnes. Sauf que chez nous, c'est un peu plus bas, quand même. Et c'est une ville moche, mais ça me touche énormément. Plastiquement, ça se dit. Il fait même pas gaffe. Oui, il est plastiquement, vraiment nul. Hein. Et parce Non, mais que le français est parfait. moi, Je m'en occupe. j'ai eu des stars énormes de la France et de l'Uruguay, ou de je sais pas où, et j'ai ce mec-là qui m'écoute même pas. C'est ça que vous faites aux invités. Ok. Mais c'est parce que le français est tellement parfait que maintenant j'ai relâché Ouais, mon attention. c'est bien ça. T'es Ouais. parfait. Ouais. Alors, une autre question, oui. Oui, bonsoir. Vous mettez tellement à l'aise pour dire des conneries parce que vous en dites tellement. Quel compliment. Vous en dites tellement vous-même que je vais en dire une moi-même. En vous regardant, en vous écoutant, je vous connaissais pas, mais vous êtes tellement cabotin que je me posais la question comment est-ce qu'on peut se dire écrivain et ne pas avoir envie de produire livre après livre. Et peut-être que j'ai compris. Peut-être qu'en fait, vous êtes passé à côté d'une vocation de comédien. Est-ce que vous n'avez pas pensé à ça à un moment dans votre vie, faire du théâtre, du cinéma? Vous parliez de cinéma tout à l'heure. Il y a deux choses à dire d'abord. C'est la question la plus irlandaise que j'ai entendue de ma vie. Merde alors. Ouais, non, mais vraiment, j'ai pas de sang d'abord. irlandais. Oh bah, t'as la manière. Vous avez la manière. Oui, en fait, oui. On m'a proposé de faire un film français il y a 10 ans. C'était une adaptation d'un roman par Louis Calafert, La mécanique des femmes. Et j'ai dit oui parce que j'étais ami de Réal, Jérôme. Et j'ai dit, ah oui, bien sûr. Je m'en fous. Oui, pourquoi pas. Et puis j'ai lu le scénario. Et Calafert n'était pas tellement féministe. Hein. C'est un mec qui parle des femmes dans une manière un peu balance ton pas. Et quand j'ai lu le scénario et ce qu'il fallait dire et surtout ce qu'il fallait montrer, j'ai dit finalement non. Et comment vous osez poser une question avec le mot cabotin en pensant que je comprendrais le sens de ce mot? Donc ça veut dire que vous êtes complètement sûr que je l'ai entendu avant. Absolument, vous avez une maîtrise parfaite. Oui, des quelle choses. insulte. On voit que vous vous êtes intéressé. C'est vrai, j'ai un petit côté cabotin. Mais moi, j'étais dans votre place assez souvent. Et j'ai vu les lectures, les rencontres, et j'ai vu les écrivains qui montent sur scène, qui fait... Pendant 2h30, les gens crèvent d'ennui. Les gens se suicident. Et moi, je veux pas faire ça, parce que vous êtes quand même, vous avez l'air sympa. C'est pas la peine de souffrir. Mais les gens qui se prennent au sérieux... Je pense que c'est une conclusion qui en dit long. Donc, merci beaucoup. Robert, évidemment, va dédicacer ses livres. Et puis, si vous avez d'autres questions à lui poser, vous pouvez les lui poser. Et Robert, merci d'être venu. Vraiment. Merci.